Pour certains, c'est la future monnaie mondiale. Pour d'autres, c'est une bombe à retardement prête à exploser. Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce qu'il faut savoir sur XRP, son origine, sa technologie, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et surtout, s'il a vraiment une chance de devenir le cœur du système bancaire mondial. Commençons par le début. Le XRP Ledger, qu'on appelle souvent XRPL, est une blockchain qui a été lancée en 2012 par l'entreprise Ripple Labs. Ses fondateurs sont Jed McCaleb, Chris Larsen et Arthur Brito. Jed McCaleb est connu pour avoir créé la plateforme d'échange de Bitcoin MTGOX en 2010. MTGOX, c'était la plus grosse plateforme d'échange crypto à l'époque, mais en 2014, elle se fait voler l'argent de ses clients, c'est-à-dire 850 000 Bitcoins. Mais Jed McCaleb est aussi le cofondateur de Stellar, un projet concurrent à XRP. Et puisque l'on parle du XRP Ledger, il est important de préciser qu'il n'est pas uniquement porté par Ripple. En 2020, la XRPL Foundation a vu le jour. C'est une organisation à but non lucratif, indépendante de Ripple, dont la mission est de soutenir le développement et l'adoption du XRP Ledger, de promouvoir la décentralisation et une gouvernance ouverte. Je reviendrai plus en détail sur son rôle un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant que l'on comprend d'où vient XRP, voyons ce qui fait sa force d'un point de vue technologique. Le XRP Ledger est reconnu pour ses performances impressionnantes. Chaque transaction coûte environ 0,0002 $, soit quasiment rien. Les règlements prennent seulement 3 à 5 secondes, là où un transfert bancaire international peut durer plusieurs jours. Et le réseau peut traiter jusqu'à 1500 transactions par seconde, ce qui le rend beaucoup plus scalable que Bitcoin ou Ethereum. Ces caractéristiques font de XRP une blockchain taillée pour les paiements rapides et internationaux. Mais une blockchain ne se résume pas à sa vitesse et à ses coûts. Ce qui compte aussi, c'est son offre, la manière dont elle est distribuée et surtout contrôlée. Contrairement à Bitcoin, XRP n'a pas connu ce qu'on appelle un fair launch, c'est-à-dire un lancement ouvert où tout le monde peut miner ou acheter les premières cryptos. Dès le départ, 100 milliards de tokens ont été créés et 20 milliards ont été distribués directement aux 3 fondateurs. Parlons justement de cette répartition. Aujourd'hui, Jed McCaleb, l'un des cofondateurs, ne détient plus de XRP puisqu'il a vendu ses tokens au fil des années. Chris Larsen, lui, possède encore près de 3 milliards de XRP, tandis qu'Arthur Brito en détient environ 2 milliards. Mais la particularité de XRP, c'est aussi son mode de création. Contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum, il n'est pas possible de miner ou de créer du XRP par le stacking. Et même faire tourner un nœud XRP ne rapporte rien. Les frais de transaction ne sont pas redistribués, ils sont brûlés, c'est-à-dire détruits. Passons maintenant à l'offre globale. Sur les 100 milliards de tokens créés au lancement, l'offre totale actuelle est de 99,98 milliards et environ 59,6 milliards circulent déjà sur le marché. Mais un point crucial reste à souligner. Ripple Labs détient encore près de 60% de l'offre totale, soit environ 60 milliards de tokens. Et forcément, cela soulève beaucoup de critiques. Pour y répondre, Ripple a mis en place en 2017 un mécanisme d'escroc, autrement dit un dépôt bloqué. Concrètement, 55 milliards de XRP ont été placés dans ce système qui les libère progressivement selon un calendrier prédéfini. Chaque mois, 1 milliard de tokens est débloqué. Mais en réalité, Ripple n'en utilise qu'une partie et le reste est replacé dans de nouveaux escrocs. Au final, ce sont environ 200 à 400 millions de tokens par trimestre qui finissent vraiment sur le marché. Après avoir parlé de l'offre et de la distribution, intéressons-nous maintenant à un autre mécanisme qui influence directement la valeur de XRP, le burn, c'est-à-dire la destruction automatique de tokens. Chaque transaction sur le réseau consomme une infime fraction de XRP, environ 0,00001 XRP. Ces frais sont définitivement brûlés, c'est-à-dire détruits. Cela a 2 objectifs. D'abord, cela empêche les attaques de spam si un acteur malveillant inondait le réseau de transactions pour les saturer. Ensuite, cela crée une légère pression déflationniste. D'après les estimations, si le réseau continue à traiter des millions de transactions par jour, environ 3 à 5% de l'offre totale pourrait être détruite en plusieurs décennies. Ce n'est pas énorme, mais sur le long terme, cela joue en faveur de la rareté. Maintenant que l'on a vu comment le burn fonctionne, intéressons-nous à notre élément fondamental du XRP Ledger, son système de gouvernance et son consensus. XRP ne repose ni sur la preuve de travail comme Bitcoin, ni sur la preuve d'enjeu comme Ethereum. Il utilise un système appelé Federated Consensus. Mais avant de vous expliquer le Federated Consensus, je vais vous dire quelles sont les différentes entités qui permettent de faire fonctionner ce système. Pour commencer, il existe 2 types d'entités qui participent au réseau XRPL. Il y a les serveurs et les validateurs. Les serveurs stockent une copie du registre et relaient les transactions. Les validateurs, eux, vont plus loin. En plus de stocker le registre, ils participent activement au consensus en votant sur la validité des transactions. Aujourd'hui, il existe plus de 150 validateurs sur le réseau. Pour vous donner un exemple concret, une plateforme d'échange crypto qui veut simplement vérifier les soldes et envoyer des paiements en XRP a besoin d'un serveur XRPL, mais pas forcément d'un validateur. A l'inverse, une université ou une entreprise qui souhaite renforcer la sécurité du réseau fera tourner un validateur. Mais alors comment marche son système Federated Consensus ? Chaque serveur XRPL choisit une liste de validateurs appelée UNL. Lorsqu'environ 80% des validateurs de l'UNL acceptent une transaction, la transaction est validée et inscrite dans le registre. Cela permet d'obtenir un consensus rapide, sans minage et sans forte consommation énergétique. Cependant, ce système soulève un problème de centralisation. Ripple Labs et la XRPL Foundation publient 2 listes d'UNL par défaut.
La plupart des serveurs choisissent donc l'une de ces listes pour fonctionner correctement. Concrètement, cela signifie que pour être reconnu comme validateur fiable, il faut être inclus dans ces listes. Et c'est Ripple Labs ou la XRPL Foundation qui décide. C'est pour cette raison que beaucoup accusent XRP d'être centralisé. En théorie, pour corrompre le réseau, il faudrait contrôler la majorité de ces UNL dites de confiance. C'est extrêmement difficile à réaliser, mais la dépendance à Ripple Labs reste une faiblesse. Maintenant que vous comprenez mieux le consensus, voyons ce que XRP peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Contrairement à Ethereum, le XRP Ledger ne permet pas d'exécuter de véritables smart contracts complexes. En revanche, il permet la création de tokens émis par des tiers, comme des stablecoins ou d'autres monnaies numériques. Mais avec une règle, tous les frais de transaction doivent être payés en XRP. Actuellement, une évolution appelée Hooks Amendment est en cours de développement. Elle vise à ajouter de la logique programmable directement dans les comptes du Ledger, sous forme de mini smart contracts. Cela pourrait permettre des paiements automatiques, des taxes configurées sur certaines transactions ou encore des règles personnalisées. Et derrière tout ça, qui contrôle Ripple Labs et qui finance son développement? Depuis ses débuts, Ripple Labs a attiré de nombreux investisseurs. En 2015, des fonds de capital risque comme IDG Capital, CME Ventures et AME Cloud ont financé le projet. Des entreprises comme Seagate Technology et CME Group sont aussi devenues actionnaires. Au Japon, SBI Holdings détient entre 8 et 9% de Ripple Labs. Et de manière indirecte, les plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux comme BlackRock, Vanguard et State Street sont aussi exposés à Ripple, car ils possèdent des parts dans SBI, Seagate ou CME, qui eux-mêmes détiennent des actions Ripple. Et pour comprendre pourquoi XRP est aussi bien placé pour s'intégrer au système bancaire mondial, il faut parler d'une norme qui change la donne. ISO 20022 est une norme internationale de messagerie financière qui permet un langage commun beaucoup plus riche et plus détaillé pour les paiements. Cette norme est en train d'être adoptée par la majorité des banques centrales et systèmes bancaires. Ripple Labs fait partie du comité de normalisation ISO 20022 et XRP est l'une des rares crypto-monnaies reconnues comme compatible avec cette norme, aux côtés de XML, XDC, Algo ou encore IOTA. Parlons maintenant d'une nouveauté très concrète, le stablecoin RLUSD. Ripple a récemment lancé RLUSD, son stablecoin adossé 1 pour 1 au dollar américain. Il est déjà en circulation et peut être utilisé par les institutions financières pour les paiements internationaux. Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est qu'il combine la stabilité du dollar avec la rapidité et l'efficacité du XRP Ledger. Même si RLUSD circule comme un stablecoin classique, toutes les transactions doivent payer des frais en XRP. Cela signifie que même dans un écosystème dominé par RLUSD, la demande pour XRP reste incontournable. Mais RLUSD n'est pas la seule carte de Ripple. L'entreprise a aussi développé un réseau international de paiement, RippleNet. En 2014, Ripple Labs développe RippleNet, conçu pour moderniser et accélérer les transactions bancaires. RippleNet n'est pas une blockchain comme XRPL et n'a pas besoin d'elle pour fonctionner. Là où un virement Swift peut prendre 2 à 5 jours, RippleNet permet des règlements en quelques secondes. Là où Swift peut coûter plusieurs dizaines de dollars par transfert, RippleNet réduit les frais à quelques centimes ou quelques dollars seulement. Il offre aussi une traçabilité complète en temps réel. Grâce à sa fonctionnalité On-Demand Liquidity, c'est-à-dire ODL, les banques n'ont plus besoin de bloquer des milliards dans des comptes financiers. Elles peuvent utiliser XRP comme monnaie pont pour convertir instantanément une devise en une autre. Mais attention, RippleNet peut très bien fonctionner sans XRP. Les banques peuvent utiliser uniquement l'infrastructure. XRP n'entre en jeu que lorsque ODL est activé. Mais concrètement, qui utilise RippleNet et XRPL? Ripple affirme avoir plus de 300 partenaires dans plus de 40 pays. Certaines institutions utilisent déjà XRP de façon active. Par exemple, entre les États-Unis et le Mexique, la plateforme Bitso s'appuie sur XRP pour faciliter les envois d'argent. Mais une nouvelle question se pose. Face à l'arrivée des CBDC, que deviendra XRP? De nombreux gouvernements et banques centrales développent actuellement leur propre monnaie numérique appelée CBDC, souvent sur des blockchains privées et permissionnées. XRP pourrait théoriquement jouer un rôle majeur en tant que monnaie pont entre toutes ces devises. Mais en réalité, rien ne garantit que les banques centrales voudront dépendre d'une entreprise privée comme Ripple Labs. Elles pourraient très bien construire leur propre réseau. Le scénario le plus probable est donc que XRP devienne un outil de liquidité parmi d'autres, utilisé dans certains corridors et par certaines institutions, mais pas le standard universel des paiements internationaux. Pour conclure, faisons un bilan complet. XRP est une blockchain technologiquement solide, elle est rapide, peu coûteuse et capable de gérer un grand nombre de transactions. Elle est déjà utilisée dans certains corridors financiers, elle est compatible avec la norme ISO 20022 et avec le lancement du RLUSD, elle renforce encore son attractivité pour les paiements institutionnels. Mais derrière ses forces, XRP traîne aussi plusieurs faiblesses. D'abord, sa centralisation reste un problème majeur. Ripple Labs détient encore près de la moitié de l'offre totale et l'entreprise contrôle aussi les listes de validateurs par défaut. Ensuite, il y a une limite importante. La plupart des banques qui utilisent RippleNet n'utilisent en réalité ni le token XRP ni la blockchain XRPL. Elles se contentent de l'infrastructure logicielle. Et même lorsqu'elles utilisent XRP, les frais étant extrêmement
extrêmement bas, elles n'ont pas besoin d'en détenir beaucoup. Enfin, avec l'arrivée des CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, XRP risque de perdre une partie de son rôle. Plutôt que d'être la monnaie pont mondiale que certains imaginent, il pourrait devenir un outil secondaire utilisé seulement dans certains cas précis. En réalité, la demande en XRP du côté des banques reste limitée. Ce qui fait monter son prix aujourd'hui, ce n'est pas son usage dans la finance traditionnelle, mais surtout la spéculation des investisseurs crypto qui parient sur une hausse future. En résumé, la valeur du XRP dépend encore beaucoup plus de la spéculation que de son adoption réelle par les banques ou les gouvernements. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez que XRP a réellement un avenir comme monnaie pont mondiale, ou restera-t-il un simple outil utilisé par quelques institutions dans des cas bien précis?